beaucoup. C'est super. Donc, l'enregistrement commence là, au moment où est-ce que justement je confirme que pour la science, on n'a pas assez de preuves pour faire des recommandations officielles vis-à-vis de la nutrition, mais qu'il y a quand même certaines grandes lignes qui peuvent être bénéfiques. Donc, alimentation plus végé avec beaucoup de fibres, beaucoup d'aliments riches en antioxydants, c'est-à-dire les fruits et légumes, plus spécifiquement les oméga 3. Puis on va y revenir, mais je voulais dire que dans une telle alimentation, ça reste que c'est la base et on peut aller une coche de plus. Mais pour les aliments étiquetés comme anti-inflammatoires, ce qui est important pour moi, c'est qu'on n'enlève pas l'équilibre puis le plaisir au nom de dire on a la réponse à un problème parce que c'est pas sûr que ça va donner ça, mais on peut quand même tendre vers une alimentation qui pourrait réduire l'inflammation et la douleur tout en respectant ses limites, ses besoins, ses préférences. Puis je pense que de manger davantage, par exemple, de fruits et légumes, de grains entiers, de gingembre, de poivre, de petits fruits, ça peut être fait dans le plaisir et pourrait, encore une fois, aider. La chose aussi que je tenais à dire, vraiment plus spécifiquement en lien avec la fibromyalgie, c'est que dans beaucoup d'études, je vois la recommandation de perte de poids en lien avec la fibromyalgie. Je pense que ça peut être évidemment un des défis, des effets secondaires aussi, d'un changement de mode de vie en lien avec la maladie. Mais on sait que l'inflammation en général, c'est pas génial pour la douleur. Puis d'être dans un mode de vie où est-ce qu'on force le corps à perdre du poids, où est-ce qu'on est en régime amaigrissant, où est-ce qu'on est vraiment en déficit calorique, ça augmente l'inflammation dans le corps, ça met le corps dans un mode qui est stressé. Donc, je voulais juste faire un petit genre, faites attention à ces beaux conseils-là qui se veulent aidants, mais qu'en bout de ligne pourraient empirer la situation. Donc, encore une fois, flexibilité, équilibre, respect, et le plus possible, plaisir aussi. Mélanie qui demande que si je peux répéter la base qui peut diminuer les douleurs. Dans le fond, vraiment, ce qu'on voit, c'est l'eau qui semble aider, la vitamine D, je vais y revenir. Puis d'avoir des aliments qui sont quand même anti-inflammatoires, c'est-à-dire riches en antioxydants sans être une diète full restrictive anti-inflammatoire. Donc, grains entiers, fruits et légumes, noix et graines, les protéines à base de plantes aussi. Et comme je dis, je vais y revenir avec des belles idées que j'espère quand même accessibles. Donc voilà pour les bases d'une saine alimentation avec la petite touche réalité fibromyalgie. Si on fait vraiment le retour aussi sur ça, ça peut pas être la même chose pour tout le monde. Donc une saine alimentation, ça va toujours être adapté aux besoins de chacun. C'est normal et correct que ça soit changeant dans le temps. Nos besoins changent, notre réalité change. Puis j'aime beaucoup aussi souligner qu'une saine alimentation, c'est une façon de prendre soin de soi à court terme parce que ça peut nous donner de l'énergie, améliorer la concentration, aider avec une digestion ou nuire une digestion, mais quand on parle d'une saine alimentation qui est adaptée à ses besoins, donc on a des bénéfices à court terme, mais aussi à long terme, plus au niveau du lien entre les choix alimentaires et le microbiote, c'est-à-dire les bactéries qui vivent dans l'intestin, et donc le lien entre justement l'alimentation et certaines complications de santé ou de maladie. Dans tout ce que je fais depuis des années, je tiens à le dire, quand je parle de la nutrition, de l'alimentation, je m'inspire beaucoup de ce qu'on appelle la nutrition bienveillante, qui est un des principes qui se retrouve dans l'approche de l'alimentation intuitive, qui est composé de 10 principes qui touchent à l'alimentation, mais aussi à la relation au corps, au mouvement. C'est quand même un peu plus large que l'alimentation. Une idée qui a été popularisée par un livre composé par 2 nutritionnistes aux États-Unis, en Californie. Première édition en 1995, dernière édition en 2020, qui évolue. On a plusieurs études sur le sujet. C'est pas parfait. Rien ne l'est, mais c'est une approche que j'aime beaucoup. Puis surtout l'aspect de la nutrition bienveillante, parce qu'au lieu d'être dans la performance d'une saine alimentation, la performance de la santé,
on est dans une approche positive, bienveillante pour voir qu'est-ce qu'on peut rajouter à l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer ou pour atteindre des objectifs versus éviter ceci, couper cela, etc. Fait que c'est un peu de là que vient mon approche. Ensuite, les causes nutritionnelles de la fatigue. Puis là, je tiens à dire que je connais pas du tout votre réalité. Je peux pas faire semblant d'imaginer qu'est-ce que c'est. Puis quand je parle des causes nutritionnelles de la fatigue, c'est vraiment en dehors de la fatigue reliée à la fibromyalgie, mais c'est plus pour pas en rajouter vis-à-vis la bouffe que je vous partage ça. Mais de ce que je comprends, c'est que c'est une des méga grands défis pour avoir travaillé avec quelques personnes en individuel avec la fibro. Donc, pour les causes nutritionnelles, là, si on veut, assez souvent, on peut avoir faim et sentir la fatigue. Donc, la fatigue est parfois un signal de faim. C'est-à-dire que l'apport calorique ou énergétique est inadéquat pour les besoins du corps. Ça peut être parce que, justement, on a de la difficulté à manger adéquatement durant la journée. Ça peut être parce qu'on croit qu'on ne devrait pas manger autant. Peut-être parce que nos repas sont pas assez complets ou rassasiants. Il peut y avoir différentes raisons. Mais ça reste que ça peut être un signal de faim. Évidemment, la fatigue peut aussi être due à un nombre d'heures inadéquat de sommeil ou un sommeil non réparateur. Ça peut être aussi un signal de déshydratation, des fois, un symptôme de la fibromyalgie. Ça peut être plein d'autres choses aussi. Mais je trouve que le lien est important à faire. Ça peut aussi être parce qu'il y a trop de temps entre les prises alimentaires. Donc, j'aime bien normaliser que le corps a généralement besoin de manger à tous les 2 à 4 heures. Des fois, c'est 3 à 5, ça dépend de qui, son métabolisme. Mais manger plus régulièrement tend à assurer un niveau d'énergie plus stable tout au long de la journée et donc moins de gros creux. Comme j'avais nommé, les repas sont parfois trop petits, incomplets, pas assez rassasiants. Je vais vous donner des idées tantôt, puis un peu le canevas de ça. Mais des fois aussi, c'est parce qu'on a trop mangé. Donc ça, peut-être que vous avez déjà vécu ça, mais quand on a mangé au-delà de nos besoins, ben la digestion, ça requiert de l'énergie, puis on peut vraiment ressentir qu'on est plus fatigué, qu'on a un gros down d'énergie, puis c'est vraiment parce que le corps s'occupe de la nourriture qu'on vient de manger. Donc, différentes raisons plus reliées à la nutrition qu'on peut ressentir de la fatigue. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? N'hésitez pas à les mettre dans le chat. Stratégie pour essayer de justement avoir plus d'énergie. Donc, bien planifier. Pourquoi planifier? Puis ça aussi, j'aime juste souligner. Je suis une fille qui aime planifier. J'ai toujours aimé planifier. Enfant, je faisais des listes et des horaires pour tous mes amis et pour toutes. Là, ça fait partie de qui je suis. Je sais que ça peut être un défi pour d'autres personnes que ça ne fait pas naturellement avec leur personnalité. Et il y a beaucoup de bénéfices, fait que j'ose en parler, mais des fois, je suis comme un peu trop enthousiaste et je veux juste souligner que je sais que c'est pas tout le monde qui partage ma passion pour la planification. Donc, pourquoi planifier? Ben, ça permet d'assurer une alimentation généralement plus variée puis plus équilibrée parce qu'on a le temps d'y penser. Des repas et des collations plus rassasiants et énergisants ou plus complets. Ça aide aussi à réduire le gaspillage alimentaire. Si jamais ça c'est un souci pour vous, puis même si c'est pas un souci au niveau environnemental ou éthique, ça peut être un souci au niveau de l'argent. Donc justement planifier, ça te permet de moins gaspiller et généralement épargner de l'argent, moins dépenser. Ça permet aussi de sauver du temps en bout de ligne et de l'énergie. Quand on prend le temps de planifier quelques repas d'avance, on n'a pas besoin de se re-questionner à chaque fois qu'est-ce que je vais manger, de revalider qu'est-ce qu'il y a dans le frigo, qu'est-ce qu'il y a dans le garde-manger, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'il faut que j'aille acheter, qu'est-ce qui manque. Donc, ça permet de sauver du temps aussi, même si ça prend un certain investissement de temps. Ensuite, le comment. Moi, je suggère vraiment aux gens d'y aller en multi-étapes.
Donc, la première, c'est prendre un moment pour comprendre ses besoins / sa réalité. Donc, c'est-à-dire, puis moi, carrément, ces temps-ci, j'ouvre mon horaire. Moi, je vis en famille. Donc, j'en jase aussi avec les autres personnes qui vivent avec moi, mais vraiment évaluer les besoins pour la semaine qui peuvent être changeantes. Je dis la semaine parce que c'est très classique de planifier pour une semaine, mais on peut aussi planifier quelques jours à la fois. Des fois, des gens me disent, Cora, je peux pas planifier une semaine d'avance, je sais pas qu'est-ce que je vais vouloir manger dans 5 jours. Pas de trouble, on planifie 2-3 jours d'avance, ça peut être ça aussi. J'ai d'autres personnes qui me disent, moi, 2-3 semaines, un menu cyclique, ça fait la job, ça peut être ça aussi. Donc, adapter ça de façon flexible à vos besoins, mais de réfléchir quand même à est-ce que je vais manger chez moi, à l'extérieur, est-ce que je vais partager des repas avec d'autres personnes, est-ce que j'ai besoin de nourrir d'autres personnes, est-ce que la météo, des fois, ça peut être le fun aussi à consulter, est-ce qu'il va faire froid, chaud, est-ce que je tends, puis peut-être que vous n'avez pas non plus la même relation à la météo, mais moi, je cherche vraiment des choses plus froides et croustillantes l'été, puis des choses plus mijotées, chaudes l'hiver. Donc, de réfléchir à tout ça, ça peut être de considérer aussi le temps disponible pour cuisiner, préparer, faire la vaisselle, le temps et l'énergie, je rajouterais. Ce qui vous reste à manger dans le frigo aussi, planifiez vos restes, magasiner vos garde-manger, frigo, congélo. Ça peut vraiment aider à s'inspirer pour les prochains repas et moins gaspiller. Puis les envies, les goûts, que ça soit en fonction de vous, en fonction de la saison, en fonction de peu importe, mais de considérer ça aussi plus pour le concept plaisir. Donc, honorez vos préférences. Ensuite, une fois qu'on a évalué nos besoins, je vous invite à noter des idées de repas et de collations qui répondent à ces besoins ou cette réalité-là. Puis je dis repas et collation parce qu'une des autres choses que je trouve bien drôle quand on parle de planification de repas, c'est de penser qu'on mange juste genre des soupers. Puis de planifier des soupers de la semaine. On mange plusieurs fois par jour, fait que j'invite les gens à réfléchir à déjeuner, dîner, souper, choix de collation, tout. Vraiment tout pour que ça fasse partie de hey, j'ai de la bouffe de disponible qui colle à ma réalité, puis qui prend en compte qu'on mange plusieurs fois par jour. Puis l'idée de le noter, ça peut être carrément dans le calendrier de lundi, midi, lundi soir, mardi, etc. Comme que ça peut être 4 idées de repas en sachant qu'il va y avoir des restes, 2 idées de collation, quelques choix de déjeuner si le déjeuner fluctue d'une journée à une autre. Mais de le noter, ça permet de ne pas retourner y penser une autre fois. Composez évidemment la liste d'épicerie le plus complète possible en tenant compte de ce que vous avez déjà chez vous. J'arrête pas de le souligner parce que c'est vraiment un enjeu pour moi et pour beaucoup de gens d'acheter en double et en triple par accident parce qu'on n'a pas regardé ce qu'on avait déjà. Faire l'épicerie à un moment qui vous convient le plus possible. Si l'énergie, le temps vous manque, il y a aussi la possibilité de faire livrer votre épicerie. Ça, c'est quand même de plus en plus un service populaire. Évidemment, quand on parle de planification, moi, je considère que cuisiner puis faire de la meal prep, ça fait partie de ça. Puis quand je parle de cuisiner, ça veut pas dire tout faire d'avance, mais des fois, c'est de faire cuire quelques choix de grains d'avance pour qu'ils soient prêts pour des repas rapides. Des fois, c'est de laver, couper des fruits ou des légumes pour qu'ils soient prêts. Des fois, c'est de faire des boules d'énergie pour avoir un choix de collation qui nous conviennent. Donc, c'est plus dans ce sens-là. Puis, c'était important aussi de reconnaître que les étapes peuvent être divisées sur plusieurs jours, distribuées sur plusieurs jours en fonction de l'énergie que vous avez chaque jour. Donc, je sais pas, moi, je trouve ça beau, là, la théorie des cuillères, le fait qu'on se réveille un matin puis qu'on a une quantité limitée de cuillères, c'est-à-dire d'énergie, puis que si on les dépense toutes sur une affaire, ben, il nous en reste plus. Donc, de considérer ça, puis des fois, de mettre les tâches sur différentes journées pour finir par avoir
de quoi qui est cyclique, qui revient, qui fait en sorte qu'avant d'avoir besoin de planifier, on planifie pour faire l'épicerie et refaire un peu ses réserves de certaines choses. Si toute l'idée de planification de repas vous rebute, il y a aussi l'option de base, je trouve que de juste composer des listes de vos repas qui fit avec qui vous êtes, ce que vous connaissez. Donc, ça peut être une petite liste de repas rapides qui sont réellement rapides en fonction évidemment de votre vitesse de cuisiner. Des repas réconfort, des repas volumineux, des repas, ces temps-ci, je foule dans les repas de salade, style accompagnement et compagnie, mais de faire juste de mettre sur papier des listes, des fois, ça nous permet aussi de reconsulter puis avoir moins de travail à faire sur le coup. Par curiosité, puis moi, je vous vois quand même à l'écran là pour la plupart. Est-ce qu'il y en a qui planifient, qui détestent ça? Est-ce que comment ça se passe pour vous? Peut-être le mettre dans le chat si vous voulez. Parfait, on va poursuivre. Donc, ensuite, stratégie numéro 2 pour optimiser son énergie, c'est se brancher, être à l'écoute des signaux de faim. Donc, quand on parle de faim, on parle d'appétit. L'appétit, puis là, dans le fond, je veux juste appétit 101, là, c'est les définitions des termes que je trouve importants parce que souvent, on entend parler de faim et satiété, puis ça s'arrête là. Donc, quand je parle d'appétit, c'est vraiment l'envie ou le goût de manger. Des fois, on peut avoir faim physiologiquement. Moi, ça m'arrive, ça me fâche. J'ai faim, mais j'ai pas envie de rien manger. Fait que l'appétit est pas au rendez-vous, mais la faim biologique, elle, oui. Donc, quand on parle d'appétit, c'est plus big picture, mais la faim, il y a 4 types de faim, je vais y revenir. Et je trouve ça super intéressant aussi d'exploser un peu l'idée qu'on mange pas pour juste une raison, on s'entend. Sinon, le terme rassasiement, ça indique vraiment ce qu'on ressent au courant du repas. Donc, c'est une sensation de satisfaction. Alors satisfaction, tout simplement, qui fait en sorte qu'on arrête de manger parce qu'on a assez mangé. Il y a aussi l'état de satiété qui est plus l'état neutre ou satisfait entre les repas qui fait en sorte qu'on ne cherche pas à manger tout le temps. Donc, ça nous permet on a faim, on mange. Au courant du repas, on ressent une certaine satisfaction. Puis là, entre les repas, on pense pas à la bouffe, on peut justement faire d'autres choses de notre temps. Donc, puis juste pour que ça soit vraiment clair au niveau du rassasiement, parce que je le redis pas plus tard, c'est important de considérer le fait que il y a plusieurs choses qui contribuent à cette sensation de satisfaction au repas, dont la vitesse à laquelle on mange, c'est-à-dire que quand on mange très rapidement, ben, le corps n'a pas le temps nécessairement d'envoyer des signaux au cerveau pour dire « Hey, j'ai assez mangé, je suis satisfait ». Il y a le choix de repas aussi. Si on se force à manger des aliments qui sont bons pour nous, mais qu'on n'aime pas, le rassasiement, il se pointe pas vraiment au bout du nez. Puis, il y a la composition aussi du repas qui va jouer beaucoup, mais ça, on y revient. Donc, pour se brancher à ces signaux de faim, de rassasiement, de satiété, l'outil, c'est la curiosité ou la pleine conscience. Donc, moi, j'utilise cette échelle de la faim. Il y a plusieurs modèles qui existent. Moi, je l'aime bien parce que ça parle à quel point que c'est nuancé, qu'on passe pas de genre « je crève de faim » à « je suis ben trop pleine ». Il y a vraiment beaucoup d'étapes entre les deux. Donc, 0, c'est vraiment complètement vide. 10, c'est trop plein ou trop pleine. Puis justement, le 5, l'état neutre, ni faim ni rassasié, sensation de bien-être, c'est l'état de satiété dont je viens de parler. Si on regarde, sans le regarder au complet, juste pour comprendre que quand on commence à avoir faim, ben des fois, c'est comme des petits signaux plus faciles à tolérer, l'estomac un peu vide, envie de manger, sans que ça presse. Puis là, le plus qu'on va vers le 0, le plus que ça devient intense. Donc, justement, on va embarquer dans des signaux comme la difficulté à se concentrer, plus de fatigue, on peut être irritable, on peut avoir des pensées invasives reliées à la bouffe, des fois mal de tête, nausées, étourdissement,
que je vois. Puis où est-ce que les signaux se pointent, c'est vraiment très personnel à chaque personne. Il a fallu que je place des choses juste pour donner une idée. Puis de l'autre côté aussi, on commence pas... il y a toujours des signaux graduels, si on prend un peu le temps de manger, qui indiquent qu'on est un peu rassasié, donc l'estomac commence à se remplir versus de plus en plus rassasié, puis vers le trop-plein. Donc, souvent, c'est associé à un inconfort quand on a trop mangé de par l'extension de l'estomac. Mais il y a aussi plein d'autres facteurs qui influencent la sensation d'avoir assez mangé, dont justement la composition de l'assiette, parce que le corps va valider si on a assez de protéines, de glucides et de gras pour se nourrir. Et ça se ramasse dans le sang et les hormones signalent le cerveau que c'est le temps d'arrêter ou de continuer. Ça prend de la pratique, évidemment, beaucoup de patience pour se brancher à ces signaux-là. Je pense que comme société, globalement, je rencontre des personnes, les discussions tournent autour de ben moi, il fallait que je finisse mon assiette ou il fallait que je mange vite à une certaine époque de ma vie. Puis genre, je sais plus quand j'ai faim, quand j'ai plus faim. C'est pas quelque chose qui est aussi facile ou inné que lorsqu'on est justement tout petit. Moi, j'ai un enfant de 2 ans et demi, c'est magnifique de voir à quel point il sait s'il a faim, pourquoi il a faim, pour qu'est-ce qu'il a pas envie de manger. Mais c'est quelque chose qu'on perd avec le temps parce qu'on est tellement dans le cognitif, dans le contrôle. C'est pas la faute à personne, je pense que c'est un gros truc de société, mais je veux juste souligner que ça peut être dur de reconnecter avec ces signaux-là, puis c'est pour ça que je parle de la pratique puis de la patience. Ça aussi, d'ailleurs, ça vient de l'approche de l'alimentation intuitive, puis c'est tout simplement une belle façon de réellement manger en fonction de ses besoins, parce que le corps envoie des messages très fiables. Il y a des facteurs qui peuvent l'influencer. Prochaine slide. Puis, je veux aussi nommer que, entre autres, la raison pour laquelle je disais il y a trop de temps entre les repas des fois qui fait en sorte qu'on est très fatigué, c'est que le plus que le temps passe, le plus que les signaux sont plus intenses. Des fois, on est tellement distrait, occupé à faire d'autres choses qu'on réalise pas que ça fait 5, 6, 7 heures qu'on n'a pas mangé. Puis là, on fait comme « je crève de faim ». Quand on crève de faim, ben c'est là que c'est très difficile de choisir un repas complet, rassasiant. On peut manger au-delà, on peut tomber dans le genre « j'ai trop mangé, je me sens pas bien », puis ça aide pas non plus avec la fatigue mentale, psychologique. Il y a des jugements émotionnels qui viennent avec ça. Donc, bref, le lien entre la faim puis manger plus régulièrement, ça fait en sorte qu'on remarque les niveaux de faim plus agréables, plus nuancés. Ce qui influence notre faim, toutefois, je vous avais promis de vous parler des 4 types de faim. Donc, il y a la faim, ça aussi, ça vient de l'alimentation intuitive, puis ça a été exploré par d'autres auteurs aussi. Mais la théorie des 4 types de faim, c'est qu'il y a en gros 4 catégories de faim. Donc, la faim pratique, qui est quand même une faim que je trouve importante. Donc, des fois, on est tellement inspiré par l'idée de manger à sa faim, de se connecter à faim, rassasié et compagnie, qu'on oublie qu'il y a aussi une place pour la planification, le côté cognitif, le côté de, ben si, des fois je donne des webinaires par exemple où je travaille sur l'heure du dîner, mais il faut adapter les prises alimentaires en fonction pour pas non plus créer trop de délais entre les repas. Ça peut aussi être la faim pratique si on prend une médication, parce que les choses qui peuvent influencer la faim, il y a plusieurs médications qui influencent la faim. Donc, des fois, quand la faim n'est pas du tout au rendez-vous, mais la faim pratique vient nous assurer d'avoir une certaine prise alimentaire. Quand l'appétit est dans le tapis à cause des médicaments, ça peut aussi être plus la faim pratique qui prend le dessus, qui dit « Hey, tes signaux de faim biologique en ce moment sont très affectés, donc on va y aller avec composition de repas qui colle plus aux besoins, même si c'est plus cognitif. Il y a évidemment de la place pour cette partie-là de notre cerveau. On n'est pas en train de l'écarter complètement. En ce qui concerne la faim biologique, ben, c'est beaucoup plus justement les signaux que j'ai nommés dans l'échelle de la faim. Donc, ressentir ça au niveau de l'estomac, ressentir ça au niveau de la fatigue, la concentration,
Des fois, j'ai des gens qui le ressentent au niveau de l'œsophage, dans la bouche. Toutes les façons que le corps le communique sont valides. Moi, je trouve ça fascinant, justement, à explorer. Une des signaux de faim biologique que ça m'a pris des années avant de réaliser, il a fallu que je le lise dans un livre, c'est d'avoir froid. Donc, la capacité de réchauffer mon corps était directement reliée à combien d'heures, évidemment l'habillement aussi, la météo, mais combien d'heures que ça faisait que j'avais pas mangé, j'ai vraiment plus froid quand j'ai faim. Donc, il y a différentes façons que ça se pointe. Sinon, il y a la faim sensorielle aussi. Donc, là, il est beaucoup plus relié au plaisir, mais il est aussi étroitement relié aux signaux biologiques. Donc, la faim sensorielle, c'est je mange parce que ça goûte bon, je mange parce que je vois quelqu'un d'autre manger, je finis mon assiette parce que je suis mal à l'aise avec l'idée qu'il en reste. J'entends quelqu'un manger, ça m'agresse, ça me donne envie de manger ou d'arrêter de manger. Donc, tout ce qui est vraiment relié à nos sens contribue énormément, évidemment, au plaisir, à l'expérience. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on mange en dehors de la faim biologique et, comme je dis, intimement relié parce que quand on porte attention au plaisir sensoriel qu'on peut avoir des premières bouchées de quelque chose quand on a très faim versus un peu la réaction naturelle de faire comme pas vraiment envie de manger les dernières bouchées de quelque chose quand on termine un repas puis quand on est rassasié, ça c'est vraiment une des façons que le corps communique qu'il a faim biologiquement ou pas, c'est-à-dire par nos sens, parce que le repas, ça se passe tout dans notre corps. Il y a aussi la faim émotionnelle, donc tout ce qui est relié aux émotions, ça peut être très positif, on va souligner quelqu'un avec la bouffe, on va célébrer, on va se récompenser, comme que ça peut être plus des émotions difficiles qu'on essaie de masquer ou noyer avec de la nourriture. On peut pas défaire le lien émotion et bouffe, ça fait partie de qui on est dès la naissance, ça fait partie d'une certaine sécurité. Et quand on n'a pas d'autre façon d'aborder ce qui va pas dans la vie, les émotions difficiles, puis que la bouffe, c'est la méthode numéro 1, ça crée beaucoup plus de souffrance que de bien-être, évidemment. Donc, reconnaître qu'on mange pour des raisons émotionnelles et reconnaître quand ça devient malsain, déséquilibré, puis quand on a envie d'adresser ça, idéalement avec un professionnel de la santé comme un psychologue, travailleur social ou nutritionniste. Puis les autres choses qui peuvent influencer la faim, je nomme les médicaments déjà, le sommeil. On a plusieurs études qui démontrent que le plus qu'on est fatigué, le plus qu'on a envie de manger, parce que les hormones sont déséquilibrées, mais aussi parce que la bouffe, ça donne de l'énergie. Donc, ça peut être une source d'énergie rapide quand on est très fatigué. Et de le reconnaître, ça peut aider à prendre une décision éclairée, tout simplement, puis peut-être à mieux répartir sa journée ou explorer justement qu'est-ce qui se passe au niveau du sommeil. Il y a aussi notre bagage génétique. Je tiens à dire, il y a des gens qui ont vraiment plus faim, vraiment moins faim, qui ont besoin de manger davantage, manger moins. On sait que on est tous très différents, puis c'est important de reconnaître aussi que ça peut avoir de l'influence sur les variations de la faim. Donc, voilà pour la faim. Ensuite, puis là, je check l'heure, ou les bases de repas et collations rassasiants et énergisants. Donc, plus pratico-pratique, qu'est-ce que ça prend pour qu'un repas soit rassasiant? Ça prend un cocktail de nutriments. Donc, un repas ou une collation rassasiant contient les nutriments dont on a besoin. Mais là, j'ai essayé de quand même mettre ça le plus concret possible au niveau de la bouffe. Donc, de façon générale, pour qu'un corps fonctionne bien, on a besoin de glucides, protéines, gras. Mais on a aussi besoin de fibres, vitamines, minéraux, antioxydants, puis de l'hydratation. Donc, dans la section plus glucides, on parle de pain, pâterie, quinoa, bagel, tortilla, maïs, avoine sous forme de gruau, granola, dans une boule d'énergie, dans un muffin, peu importe. Puis les fruits aussi, qui sont de très bonnes sources de glucides. Généralement, pour qu'un repas soit complet, je compte pas les fruits comme la source principale de glucides parce que c'est vraiment la source principale d'énergie pour le cerveau, pour les muscles et ça devrait être la base, en fait, d'une alimentation. Il y a aussi des aliments qui contiennent plein de choses en même temps. Fait que le yogourt, le lait, les boissons végétales, oui, c'est des glucides, mais c'est aussi des protéines. On les retrouve dans la prochaine ligne. Donc,
en plus de ça, on a tofu, légumineuses. Puis quand je parle de légumineuses, je parle de pois chiches, lentilles, haricots noirs, haricots blancs, edamame, tout ce qui est haricots beans. Il y a aussi évidemment tout ce qui est viande, volaille, poisson. Il y a le seitan, qui est un substitut de viande à base de gluten, qui est la partie protéinée du blé et non pas la partie sucre du blé. Il y a les œufs. Puis dans les protéines, on a aussi les beurres de noix, les noix et les graines qui sont également une bonne source de gras, donc on les retrouve ensuite avec tout ce qui est huile végétale, beurre, margarine, avocat et compagnie. Pour les fibres, vitamines, minéraux, antioxydants, on parle de tout ce qui est plantes. Donc fruits, légumes, noix et graines, grains entiers, légumineuses. Puis pour l'eau, ça peut être n'importe quoi qui est liquide, eau pétillante, café, thé, jus, soupe, lait, boisson végétale en fonction des préférences, puis en fonction de comment on réagit à certaines choses. J'ai mis café, thé là, mais pour les personnes qui sont hypersensibles au caféine, des fois, ça, c'est pas un choix intéressant. Puis là, mes petits cœurs, ça revient à ce que j'ai dit en début de webinaire, au niveau de plus le lien avec ce qu'on reconnaît, ce qui peut être bénéfique pour la fibromyalgie, c'est-à-dire de miser sur les grains entiers qui sont à la fois source d'antioxydants et de fibres. Puis là, ça veut dire toutes les céréales complètes ou entières. À la base, on peut avoir facilement du pain à base de grains entiers, les pâtes aussi, de plus en plus de choix qui sont à base de grains entiers, que ce soit des pâtes de quinoa, des pâtes de maïs, des pâtes de blé entier, vraiment toutes sortes de choses. Dans le riz, on a le riz brun, le riz sauvage aussi, qui peut compter. Le quinoa, c'est toujours un grain entier. Il y en a d'autres qui sont moins bien connus, mais qui prennent vraiment plus de temps de préparation, fait que j'en parle souvent moins. Mais de l'orge, ça peut être aussi un grain entier. Le maïs en soi, c'est un grain, puis il est entier, quand on l'achète juste sous forme genre congelée. L'avoine également. Pour les protéines, c'est vraiment les protéines végétales qui sont reconnues pour être plus bénéfiques au niveau, encore une fois, antioxydants, fibres. Donc, tout ce qui est tofu, légumineuses, c'est vraiment d'excellents choix. Pour les gras, c'est tout ce qui est non saturé qui semble être plus à favoriser, c'est-à-dire les huiles végétales, la margarine, les avocats, mais aussi justement les noix et graines, beurre de noix, tahini, etc. Puis l'autre chose qui n'était pas clairement ici, mais j'ai trouvé quand même dans la littérature scientifique, c'est la vitamine D. Donc, il y a quelques études qui voient un lien entre la supplémentation de vitamine D et une diminution de douleur. Puis ce qu'on sait, c'est que jusqu'à 4000 unités internationales par jour de vitamine D, super sécuritaire. Fait que c'est le genre de recommandation que je me dis, on ne sait pas vraiment si ça fait une grosse différence, mais ça nuit certainement pas. Donc ça se trouve facilement en pharmacie, sinon on peut en parler à son médecin si on a un médecin, puis avoir une prescription. Mais c'est vraiment la recommandation, c'est entre 2000 à 4000 unités internationales par jour. Puis on peut l'acheter sous différentes formes, dont forme liquide en gouttes, si jamais on n'aime vraiment pas les capsules. Donc pour le cocktail de nutriments, voilà. Puis pour le côté plaisir et satisfaction, c'est pourquoi je ramène ça, c'est qu'il y a certaines, vraiment juste quelques études, là, mais je trouve ça quand même intéressant. Puis au-delà de ça, c'est important pour une relation avec la bouffe, une relation saine avec la bouffe. Mais il y a quelques études qui ont démontré que le plus qu'on mange des aliments qu'on aime, dans des contextes agréables, le mieux qu'on assimile les nutriments qu'on est en train de manger. Donc, c'est important d'avoir laisser une certaine place, j'ai envie de dire, au plaisir et à la satisfaction. Pas besoin de répondre aux questions live, mais si vous vous êtes pas posé la question récemment, qu'est-ce que vous aimez manger? C'est quoi vos aliments préférés? Vos repas de coup de cœur? Des trucs qui vous réconfortent, qui vous font du bien? Les saveurs qui font saliver? Puis là, ça tombe bien, j'ai mangé enfin mes premières fraises du Québec. Ce qui nous fait plaisir, ça peut changer aussi en fonction des saisons. Mais on sait que, surtout au niveau de la satisfaction, du rassasiement, du désir de manger plus, c'est que même si on mange parfaitement, si le cocktail de nutriments est au rendez-vous,
ben la satisfaction ne sera pas là s'il n'y a pas un certain base de plaisir. On va commencer à finir par le partage d'idées et de recettes. N'hésitez pas, si vous avez des questions à date, à les mettre dans le chat. Ça se peut que j'explique trop bien, mais n'hésitez vraiment pas. Donc, partage d'idées, de repas et de collations rassasiantes pour être le plus dans le concret possible. Évidemment, j'utilise plus mes idées qui viennent de qui je suis puis qu'est-ce que j'aime. J'essaie toujours de rajouter un peu de variété là-dedans. Puis j'ai essayé de quand même mettre l'emphase sur des aliments qui seraient bénéfiques justement au niveau de ce qu'on reconnaît pour la fibromyalgie, tout en gardant vraiment en tête vos préférences. Donc, un repas classique de viande ou de tofu tempeh avec des patates, légumes avec une sauce. Le poisson, qui est quand même riche en oméga 3. Puis là, c'est vrai, j'avais pas remis des infos vis-à-vis les oméga 3. Antioxydants, on va le retrouver dans les poissons gras comme le saumon. C'est pour ça que je précise saumon-là. Saumon, truite, thon, maquereau, sardines. Sinon, de façon végétale, on peut aller chercher les oméga 3 dans les graines de chanvre, les graines de lin et les graines de chia. C'est nos sources principales. Sinon, les beaux noix de Grenoble. Donc, de prioriser ça. Puis, il existe aussi des suppléments sur le marché si jamais ces aliments-là ne fitent pas avec vos préférences. Puis, généralement, on veut viser 1,5 g par jour pour avoir une dose intéressante. Si jamais vous cherchez ça via des suppléments, par exemple. Donc, c'est pour ça que j'avais rajouté saumon ici. Sinon, des trucs pâtés chinois ou un parmentier aux lentilles, très possible de virer ça en choix végé. Des brochettes. Moi, j'aime beaucoup des brochettes de tofu. J'en ai déjà vu des excellents au tempeh. Mettons brochettes avec des légumes servis sur du riz ou du quinoa ou n'importe quel grain. Des sandwichs, surtout pour une saison estivale, je trouve que c'est plus pratique. Donc, des wraps avec vraiment ce qu'on veut dedans. J'ai mes poulets tofu tempeh, mais comme on voit à l'écran, j'ai déjà fait aussi des beaux wraps avec des légumineuses, soit des haricots noirs, soit des pois chiches. Ça peut être quelque chose de simple comme un grilled cheese avec un accompagnement de salade. Ça, pour légumes ou crudités, ça fait qu'on a notre cocktail de nutriments. Ça peut être un sandwich plus classique, aux viandes froides, par exemple. Moi, j'aime beaucoup avec du tofu mariné, fromage ou pas, avec des légumes et d'autres saveurs. Des burritos, ça, c'est sûr que c'est plus comme un wrap, là, mais je le mets à côté parce que je trouve ça tellement fun. Sinon, tout ce qui est burger, c'est un sandwich selon moi, donc je l'ai mis là. Burger, il existe plusieurs veggie burgers aussi sur le marché, dont à base de légumineuses parfois, avec justement des légumes à côté, que ce soit une salade verte, une salade de choux, n'importe quoi. Ensuite, des salades repas ou des pokéballs, encore une fois, vraiment plus saison estivale selon moi. Ça peut être une salade plus légumes vertes avec choix de protéines. Puis accompagné de quelque chose qui ferait en sorte qu'on a quand même nos glucides. Ça, je pense que c'est le défi avec des salades. Des fois, on oublie d'accompagner avec du pain, des craquelins, des croûtons, quelque chose qui fait en sorte que c'est un repas complet. Ce sont des belles salades à base de riz, quinoa, vermicelle, avec plein de légumes. Des choix de protéines, encore une fois, tofu, edamame, si on veut aller plus dans le végétal, avec une sauce achetée ou une sauce fait maison. J'en ai découvert plusieurs. J'adore les sauces aux arachides, mais aussi sauce à la menthe, sauce aux avocats. Je n'ai pas des recettes précises pour ça. Littéralement, à chaque fois, je check la première recette sur Google, puis je mets à peu près ça pour créer une sauce. Salade estivale, vraiment plus, c'est la photo, quinoa, maïs, légumes, haricots noirs, salade de pâtes. Ça peut être super bon aussi. Mon préf de cette année, c'est vraiment une salade de pâtes avec avocat, edamame, maïs, tomate, avec un petit peu d'huile d'olive, sel et poivre. C'est archi simple, vraiment savoureux, puis un repas complet qui fait des restes. C'est quand même gagnant. Des plats de pâtes aussi, donc une spag plus traditionnelle, où est-ce qu'on peut mettre soit de la viande, soit un mélange de viande tofu,
ou du PVT, qui sont des protéines végétales texturées. C'est un peu comme du tofu déshydraté. Des lentilles aussi, ça peut être une base de sauce à spag. Puis l'autre chose que j'ai pas mis là, mais qui des fois rajoute quelque chose de vraiment cool, c'est les graines de tournesol dans une sauce à spag. C'est comme une texture vraiment le fun, belle place pour cacher les crèmes. Soupe à la lasagne, ça c'est un must pour moi à l'hiver. Macaroni au fromage ou une vraie lasagne, c'est juste que la soupe, ça prend une fraction du temps. Macaroni plus style fromage avec du pois, brocoli, linguini avec sauce blanche, des pâtes au pesto, du tofu, du poulet, des mijotés, donc plus style chili, des currys, des dalles, souvent c'est à base de lentilles, pois chiches et compagnie, des tagines aussi, on peut vraiment explorer différents choix. Ça peut être des petits sautés, donc comme base, plus souvent c'est du riz ou du vermicelle avec protéines au choix, tout plein de légumes, une sauce. Moi, quand j'ai un reste de salsa, parce que fous-moi pourquoi, mais on dirait qu'il y a toujours trop de salsa pour les chips de maïs. Fait que je fais un beau reste avec la salsa, haricots noirs et compagnie. Et évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Des idées de collation, fruits frais séchés avec des noix, du yogourt ou du yogourt grec avec du muesli ou un muffin. On essaie de combiner toujours deux aliments. Fromage et fruits, crampette avec crudité, un muffin avec tout plein de choses dedans, un pain aux bananes. Je vais plus vite parce que je vois le temps filer. Un smoothie aussi, des boules ou des barres d'énergie. Moi, j'aime beaucoup les boules d'énergie en général. Si on peut faire des grosses batches puis dérouler en écoutant des émissions sur Netflix. Craquelin et fromage ou végépaté hummus, du chocolat noir avec des fruits. C'est une collation vraiment plus satisfaisante, je trouve, parfois. Puis ça peut être sous forme de amandes et canneberges enrobées de chocolat, comme ça peut être un fruit, comme des fraises puis du chocolat. Ça n'a pas besoin d'être du chocolat fancy, ça peut être des pépites de chocolat. Vous allez avoir, comme je dis, le PDF. Fait que là, j'ai mis en hyperlien mes recettes coup de cœur du moment. Un peu dans catégorie, donc tofu, légumineuses, plus les collations, des pâtes, des veggie burgers à explorer. Puis sinon, encore une fois, des légumineuses ici. Yay! J'ai fini. Attends, est-ce qu'il y a des questions qui restent ou des suggestions aussi, là? Je voulais souligner que quand on manque de temps, c'est correct aussi de faire affaire avec des services traiteurs ou d'utiliser SOS Cuisine pour planifier ses menus. Si vous avez des idées de partage de recettes, c'est le moment. Il reste quelques minutes pour parler, pour vous laisser parler un peu. Camilla, on t'entend plus. Ou, Shri, est-ce que tu peux oui, parler? oui, d'accord. Euh, J'avais une question. Euh, je vous remercie grandement pour pour tous les grands points que vous avez soulignés. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui n'a pas la sensation de faim. On explore pourquoi on n'a pas la sensation de faim, ce serait mon premier piste. Puis moi, sans savoir le pourquoi, au-delà de ça, on assure que la personne mange quand même régulièrement. Parce que même si on ressent pas la faim physiquement, tous les corps ont besoin de manger sur une base régulière. C'est un besoin de base comme respirer, uriner, dormir. C'est vraiment, c'est un non négociable. Donc, dans le cas où est-ce que la sensation de faim n'est pas au rendez-vous, ben, ça serait de fixer des heures de prise de repas et de collation
Des fois, j'embarque plus dans les calculs là, quand je fais du suivi individuel à ce niveau-là, mais de quand même manger régulièrement puis d'y aller avec des aliments qui passent le mieux, parce qu'en absence de la faim, c'est dur d'avoir de l'appétit. Mais de faire de son mieux, j'ai envie de dire, mais de quand même manger, parce que c'est pas parce que la faim n'est pas au rendez-vous que le corps n'a pas besoin de manger. Très belle question, merci. Merci beaucoup. Non, je vois dans le chat, quand aurons-nous le PDF, je vais l'envoyer dès que je raccroche à Camilla, qui va sûrement l'envoyer avec l'enregistrement, qui serait pas 100% au complet, mais il vaut mieux avoir le 3/4 que pas du tout. Puis les recettes par email, en fait, je comptais pas envoyer des recettes autres que dans le PDF, mais c'est tous des liens cliquables. Donc, ça va être dans le PDF du PowerPoint que vous avez ces recettes-là. Puis, soyez vraiment à l'aise de pas aimer ce que j'aime. J'essaie de justement partager mes coups de cœur. Ça se peut que ça soit pas des coups de cœur pour vous. Vive les différences au niveau des préférences et des goûts. J'aimerais poser une question. Premièrement, c'est très touchant je connais pas beaucoup l'alimentation intuitive, mais votre connexion avec le ressentir, avec, je sens comme pas de limitation de pouvoir vraiment se connecter avec les différentes sortes d'aliments et avec le ressenti de ça. Et là, me vient une question par rapport j'entends que on doit diminuer l'ingestion de glucides en relation à la douleur. Et j'ai l'impression que le glucide est beaucoup plus goûteux. Ça donne l'envie de plus et plus. Comment vous voyez ça? Est-ce que la ingestion de glucides en lien avec la douleur? Ben, c'était très intéressant parce que le lien direct, je saurais pas, ce serait relié à quoi. Je sais que dans les grandes lignes de recommandations pour des diètes anti-inflammatoires et compagnie, je vois beaucoup de genre limiter tout ce qui est aliments transformés, limiter les glucides plus sous forme de sucre. Mais ça reste que les glucides, en fait, c'est très réconfortant. Donc, des fois, ça peut même apaiser la douleur. Après, au niveau de l'inflammation, j'ai envie de dire que ça risque d'être plus au niveau de la qualité des glucides. Donc, encore une fois, avec l'approche bienveillante, positive, on n'est pas dans le arrêter de manger des glucides parce que, au contraire, c'est vraiment la base de l'énergie d'une alimentation, mais peut-être viser davantage de grains entiers, donc des glucides qui contiennent aussi des fibres et des antioxydants qui devraient aider à réduire l'inflammation et la douleur. De miser aussi sur des glucides sous forme de fruits entiers, par exemple. Puis d'avoir l'équilibre aussi, parce que peut-être qu'une autre affaire qui rentre des fois, c'est si on mange, par exemple, un repas de pâte au beurre, mais c'est sûr qu'on a un déséquilibre qui s'installe et puis que ça pourrait augmenter la douleur. Mais si on mange un plat de spag avec une sauce qui a à la fois peut-être la viande et du tofu et des lentilles, des graines de tournesol, par exemple, et des légumes, ben là, on va chercher de quoi qui, en fonction des préférences toujours, mais de quoi qui va être équilibré et qui devrait pas augmenter la douleur. Mais le lien direct, là, je saurais pas à quoi cette recommandation-là est fixe, mis à part les sucres plus des aliments plus transformés qui ont, c'est at large, là, on dit d'en manger moins, mais moi je dis, au lieu de dire d'en manger moins, comment qu'on peut faire pour manger davantage de grains entiers, de fruits entiers, de savourer les aliments puis l'équilibre dans son assiette. Merci. C'est bien Ça fait plaisir. D'autres questions? Oui, j'ai une question. Quel était le nom de la dame qui m'avait un rapport avec l'alimentation intuitive? Vous avez donné un nom. Vous êtes au début de
Je sais pas, je sais pas c'est quoi le nom. Le rapport avec l'alimentation Et ben l'alimentation intuitive. Oui, dans le fond, ces deux auteurs, c'est Evelyn Tribole et Elise Reich. C'est un peu trop rapide pour moi. Ouais, je vais le mettre dans le chat. Ah, d'accord, merci. Ça, c'est les auteurs originaux pour le livre en anglais, qui a été traduit en français, qui est disponible maintenant au Québec. Mais sinon, au Québec, j'ai envie de dire que Karine Gravel, c'est notre spécialiste de l'alimentation intuitive. Il y a de plus en plus de livres aussi en français sur le sujet, dont celle-là, que je peux mettre. Il y a vraiment de plus en plus. Si on commence à chercher alimentation intuitive, vous allez trouver des ressources. Puis d'ailleurs, moi, je donne avec Arrimage, une ressource ici à Sherbrooke, plusieurs fois par année, des ateliers de 5 soirs semaine sur l'alimentation intuitive pour vraiment faire l'intro de cette approche-là. C'est évidemment pas spécifique à la fibromyalgie, mais si vous êtes curieuse, ce serait un choix également. Arrimage, c'est quoi? C'est un organisme communautaire qui a comme but de aider les gens avec des corps à mieux vivre dans leur corps. On touche beaucoup à l'image corporelle, à la relation au corps, à la relation aux aliments. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est rendre, puis c'est un espace qui, moi, je trouve vraiment magnifique, très inclusif, naviguer la vie dans un corps qui est pas évident parce qu'il y a une tonne de facteurs qui rend ça difficile. Et je vais juste finir de mettre ça, je l'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment bien fait, celui-là. Geneviève Nadeau. Quand c'est des nutritionnistes qui écrivent des livres sur l'alimentation intuitive, je trouve ça le fun. Merci Camilla, justement, Arrivage, c'est le site web. Puis il y a des ressources en ligne, il y a des groupes. Moi, je fais le groupe sur l'alimentation intuitive, mais il y a des groupes sur la relation au corps, en art-thérapie. Il y a des groupes de photographie. Il y a vraiment tout plein de très belles ressources. Un nouveau groupe qui va partir sur la relation au mouvement, qui doit devenir plus complexe aussi avec la fibromyalgie. Fait que plein de belles ressources. Merci beaucoup, Cora, pour tout cet univers en lien avec l'alimentation. De se nourrir pour les sens aussi, pour la couleur, pour les odeurs, pour le visuel, de l'importance, si j'entends l'importance de donner, c'est donner l'amour, c'est donner le plaisir aussi dans l'aliment. Et on entend quand on parle des nutritions parfois des choses très cadrantes et on perd cette connexion avec le plaisir de s'alimenter. Et quand je vous entends, je vois sortir ça, c'est très touchant. Merci beaucoup et je vais disponibiliser à vous l'enregistrement. Je suis contente d'avoir été capable de régler le problème et on a perdu qu'une petite partie. Le cœur de la conférence est enregistré et je vais envoyer aussi le PDF que Cora va m'envoyer bientôt. Bon. Ben, merci beaucoup à vous tous et toutes d'être présents. Comme je dis, ça me fait plaisir de partager ce genre d'informations dans ce cadre. Merci, André. Bon, bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye. Bye.